Est-ce que je vais prendre mon kiff? Pour moi, c'est un peu la boussole, je dirais, parce que s'il n'y a pas de plaisir, en fait, je vais pas me forcer. Faut pas corréler son degré de satisfaction avec le nombre d'écoutes, le nombre de likes, parce que sinon tu peux vite te décourager. On veut que ça aille vite et en fait, faut juste accepter que c'est long. Salut et bienvenue à toi dans Polé Polé, le podcast qui t'inspire à faire le premier pas vers une vie plus alignée. Moi, c'est Mathilde, je suis photographe et entrepreneur nomade et créatrice du podcast Polé Polé. Ici, j'interviewe des indépendants qui ont construit une activité professionnelle au service de leur vie et pas l'inverse. Ma mission est de vous partager leur parcours, leurs projets et leurs conseils pour mettre en lumière d'autres définitions du succès et vous inspirer vous aussi à vivre une vie plus libre et équilibrée. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut Eric. Salut Mathilde. Comment tu vas? Ça va. Ouais. Ça va. Pas trop chaud? Un peu. C'est bienvenue au Vietnam. Ouais, on a quelques températures assez élevées en ce moment. Donc j'espère que ça va pas trop s'entendre dans l'audio, mais du coup on a laissé la clim. Hein. Ouais, je pense que sinon on pourrait pas faire... On pourrait pas. Écoute, je suis ravie de te recevoir parce que alors pour moi tu es la référence podcast. Donc bienvenue sur le podcast, sur mon podcast du coup. Yes. Bah merci beaucoup pour l'invite. C'est vrai que on avait parlé du podcast en Thaïlande, non Ça fait déjà 1 an, ouais. Ça fait 1 an, ouais. À l'époque, c'était un projet et ça s'est vite enchaîné pour toi après. Ouais, ça a été... c'est ça, c'est qu'on en avait déjà pas mal discuté, mais il n'y avait rien de lancé. Et quand j'ai commencé à lancer, pour le coup, là, ça a enrayé, là. C'est clair. Ça a débité. Il y a pas mal de podcasteurs qui sont nés, là, sur les 12 derniers mois, là, dans la bande, là. Ouais. Donc, c'est assez drôle. Ouais, il y a Hugo aussi qui a lancé son podcast. Ouais. Petite promo pour l'Anti-School au passage. Très bon podcast. Très, très bon podcast également. Je mettrai les liens dans la description. Je t'invite déjà à te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Je pense qu'il y a 99% des gens. Me présenter simplement, je m'appelle Eric, j'ai 32 ans. J'hésite toujours sur mon âge. Tu vois, je sais pas si j'ai 33 déjà ou si je suis resté à 31. Donc, j'ai 32 ans. J'occupe mes semaines de 2 manières différentes. Une activité de freelance en copywriting. Ok. Principalement pour des boîtes tech. Et comme tu l'as dit, une bonne partie de ma semaine après tourne autour du podcast depuis 2 ans maintenant. Okay. Donc avec 2 podcasts, SaaS Club et le deuxième, le petit nouveau, Start to Scale. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je me présente aujourd'hui. Mi-podcasteur, mi-copywriter. Bah, retrace-nous un petit peu du coup comment t'en es arrivé là. Je te laisse choisir un peu d'où tu commences, mais t'as un parcours assez diversifié, disons. Ouais, diversifié. Ouais, mais en fait, j'ai commencé en finance, donc j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce parce que c'est ce qu'il fallait faire pour faire de la finance, alors que j'étais une quiche en maths. Et donc j'ai commencé ma carrière en banque d'affaires pendant 6 ans, à différents postes. Et j'ai commencé à côtoyer des boîtes de la tech. Et fin 2019, début 2020, juste avant le Covid, j'ai démissionné. J'avais fait un peu le tour de mon job. Ouais. Et je suis parti en vacances en Thaïlande. Voilà, juste avec l'objectif de déconnecter. Et quand je suis revenu, c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu de freelancing. Entre le par défaut et le j'ai plus envie de faire un CDI, mais je sais pas ce que je veux faire encore. Et ensuite, naturellement, j'ai commencé à développer mon activité avec pas mal d'erreurs. Alors, juste pour nous replacer, le freelancing, tu faisais quoi en freelancing à ce moment-là? En fait, je faisais exactement la même chose que ce que je faisais en banque d'affaires. Ok. Et dans le fond, ça me plaisait plus tellement. Mais j'essayais quand même, tu vois, de pousser la chose. Et en même temps, quelque part, je savais pas quoi faire d'autre, tu vois. J'avais zéro notion de business en ligne ou autre. J'étais complètement étranger à ça. Et j'avais juste une personne dans mon entourage que tu connais très bien, qui a beaucoup joué sur mon parcours, Adrien, qui bossait en voyageant. Et quand j'ai commencé à me développer, on va dire en ligne, en freelance, j'ai beaucoup échangé avec lui. Et c'est là où en fait il commençait à me guider sur ce qui était le marketing, le copywriting. Et à un moment donné, je me rappelle,
début, je crois. Donc pendant 1 an, j'ai fait la même activité, ça se développait moyennement, mais sans forcément, tu vois, vendre du rêve. Et 2021, je sais qu'il voulait lancer sa formation, et moi aussi, je commençais à bien m'éclater en copywriting. Et en gros, bah, je me suis formé avec lui. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à transitionner. Est-ce que tu peux nous replacer sur ce qu'est le copywriting, parce que c'est un mot qui est souvent mal interprété. Ouais. Le copywriting, donc c'est pas lié au droit d'auteur. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est du marketing en fait. C'est à mi-chemin entre du marketing et de la vente. C'est simplement le fait d'utiliser des principes psychologiques avec l'écriture pour vendre quelque chose, vendre une action, un produit en ligne, une formation, un clic sur un site. Et donc je me suis formé avec Adrien, puis en lisant des bouquins, parce qu'il n'y a pas le copywriting aussi, c'est une des raisons qui fait qu'il n'y a pas forcément une grande un très haut degré de conscience dans la discipline, c'est qu'il n'y a pas de formation pour ça. Donc tu apprends avec les bouquins, et la plupart des bouquins en plus sont en anglais. Donc ouais, j'ai commencé comme ça. Et donc ça, c'était 2021. En gros, je lâche toute mon activité précédente. Okay. Donc je me forme un peu full-time avec Adrien. Et après, je commence à lancer l'activité. On est en septembre-octobre. Donc on va dire de février, mars à septembre, octobre, je suis entre la formation, la découverte de la discipline, et je lance aussi le podcast en parallèle. Ok. Voilà. Alors pourquoi tu lances ce podcast? Et alors c'est quoi ton podcast justement? Yes. Mon podcast, c'est SaaS Club. C'est un podcast qui partage les coulisses d'une boîte du logiciel. Donc de la création jusqu'à la phase d'hypercroissance. Et pourquoi j'ai lancé ce podcast? On est en février 2021. J'étais encore sur mon ancienne activité. Enfin, tu vois, j'étais vraiment entre les deux encore. Et je me dis, il y a 3 choses. Il n'y a pas de podcast sur... Enfin, j'ai démissionné d'un boulot où pendant 6 ans, je bossais avec ces acteurs du logiciel. Et j'avais peur, en fait, de perdre le lien avec le secteur. Donc, je me suis dit, c'est un moyen de continuer d'apprendre. Il n'y avait pas de podcast à l'époque sur le sujet. Et je me suis dit, si un jour, je dois lancer un logiciel, autant aller chercher la connaissance à la racine. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai lancé le podcast. Je me rappelle, à l'époque, j'avais pris la formation, la masterclass de Mathieu Stéphanie. Ok. Parce qu'au final, j'ai commencé, en fait, à écouter du podcast pendant le Covid. Et naturellement, le jour où il a sorti son produit, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais c'était pas... tu vois, on dit toujours, il faut que ça soit une évidence. Pour moi, c'était pas une évidence. C'est juste, je teste. Et j'ai Louis-Marie, que tu connais. Oui. Qui... on lui fait un petit coucou. Oui. Qui, en fait, m'a proposé de m'aider, tu vois, sur la partie montage et tout. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à me dire, écoute, en fait, quelque part, t'as juste à enregistrer, lance-toi, et puis tu verras. Et je me rappelle aussi, pour me mettre la pression, ce que j'ai fait. Donc, déjà, la formation, je crois, c'était 300 €, quelque chose comme ça. Et pour me mettre la pression, j'ai pris du vrai matos. Ah ouais. J'ai dû débourser, tu vois... je crois que ça coûte 400 balles quoi, au total, entre les 2 micros, l'enregistreur. Et je me suis dit, au moins, ça me met la pression, tu vois, de faire un certain nombre d'épisodes. Ça t'engage. Voilà, ça m'engage, mais sans forcément, tu vois, me fixer un horizon, tu vois, un nombre d'épisodes. Mais moi, je me suis dit, voilà, ça va me mettre un peu la pression. Et ça a bien marché, parce que du coup, t'as combien d'épisodes maintenant sur le podcast? Sur SaaS Club, il y a 83 épisodes. Et le but, c'est d'aller au moins jusqu'au 100. Et ensuite, on verra, parce que je ne fais plus de plan. Voilà. Tu ne fais plus de plan. Non. Ça, on va pouvoir en discuter après. Ça... J'ai plein de questions par rapport à ça. Dans ton parcours, tu n'as pas encore mentionné l'armée, mais j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. J'ai pas mentionné l'armée. C'est en gros, pendant mes études supérieures, je me rappelle, j'étais en licence, j'ai hésité entre un parcours militaire et la finance, ce qui n'a absolument rien à voir. Mais c'est juste que j'avais découvert par hasard la finance dans un stage de 3e année de licence. Ça m'avait beaucoup plu. Et en même temps, l'armée, le cadre militaire, la rigueur, le côté dépassement de soi, ça m'attirait énormément. Je crois que même pendant ma journée d'appel, il m'avait dit, est-ce que c'est un type de carrière que tu pourrais faire? Et j'avais mis oui.
Et j'avais gardé ça. Et moi, le plan, tu vois, pendant mon master, c'était de m'engager dans l'armée. Mais je me suis dit, allez, je vais au bout, je prends mon master, ma mère sera contente. Tu vois, tu fais plaisir, tu rassures. Et puis, t'essayes aussi de te rassurer par la même occasion, parce que en soi, je viens d'un milieu modeste, tu vois. Et c'était un peu l'assurance de se dire, bah, au moins, j'ai quelque chose en backup. Et j'ai pas fait l'armée. J'ai pas fait l'armée parce que c'est aussi beaucoup de sacrifices, l'armée. C'est d'accepter d'être éloigné de ta famille assez longtemps, sans forcément avoir la maîtrise de tout, tu vois. Et je l'ai pas fait, et je me suis dit il faut que je mélange ça, il faut que j'arrive à trouver un peu le meilleur des deux. Et parallèlement à ça, j'ai fait la réserve pendant 4 ans. Okay. Et quand j'étais en banque d'affaires, je consacrais 40 à 50 jours par an à des activités de réserve. Donc, c'était majoritairement le week-end et pendant mes vacances. Et en fait, j'avais fait le parcours un peu classique. Et avec le recul, j'aurais peut-être pas fait ce même parcours-là, mais j'ai fait le parcours où, en fait, j'ai été officier de réserve. Donc, mon job, c'était de commander ce qu'on appelle une section, donc une 30aine de personnes. Là, c'est découverte totale. Ah parce ouais. que manager, t'apprends pas ça en école, enfin, tu te connais pas. Et donc, ça a été une expérience pour moi transformante, même au niveau du boulot. Je me rappelle que mon boss, que je remercie, parce que pour le coup, il m'a toujours encouragé, tu vois, à faire ce genre d'activité-là. Il m'a dit, ouais, j'ai vu l'avant et l'après dans ma manière de me comporter, dans la manière d'interagir avec les autres. Donc ça a été un passage assez marquant. Donc pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, en parallèle de ta carrière en banque d'affaires. Ouais. Et du coup, ça faisait une formation. En effet, tu faisais les parallèles entre ce que tu apprenais à l'armée et que tu l'appliquais aussi. C'est le fait aussi d'accepter de s'exposer. Parce que quand tu es officier et que tu dois former des gens que tu ne connais pas, avec différentes origines, socio-pro, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas le même vécu, ça t'apprend à composer avec les différentes personnalités. Et puis, qu'est-ce que ça t'apprend aussi ? Ça t'apprend quelque part l'humilité, parce que dans le sens où, en fait, t'es officier certes, mais tu sais pas tout. Je trouve que dans le privé, il y a souvent ce défaut de cheffer parce qu'on a le titre. Et ça, par exemple, à l'armée, tu prends vite un retour de bâton là-dessus. Et donc, ça t'apprend en fait à te servir des gens qui sont à ta disposition pour transmettre un savoir. Si tu ne l'as pas, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Et comment est-ce que derrière, tu arrives à la mettre en condition pour l'amener à transmettre ce qu'elle sait au reste du groupe. Donc ouais. Je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs que tu aies managé une 30aine de personnes du coup pendant l'armée et que maintenant tu es solopreneur, t'es solo et tu as fait le choix du coup. Solo. Je sais pas si c'est. En fait, je pense qu'il y a 2 choses qui m'ont vacciné. Il y a l'armée, dans le sens où, même si c'est génial de gérer de l'humain, tu crées des liens et autres, tu gères quand même un paquet d'emmerdes, un paquet de problèmes. Et ça, c'est quand même une charge mentale assez forte. Et le fait aussi d'enregistrer avec des entrepreneurs qui gèrent des startups de plusieurs millions et qui passent de, je sais pas moi, 3-4 cofondateurs à 100 employés la même année, c'est hyper violent. Je sens que souvent ils sont hyper marqués, c'est dur. Et ça m'a un peu, on va dire, vacciné, tu vois, de cette volonté peut-être de monter à mon tour, tu vois, des boîtes de ce type-là. Je me suis dit non, si déjà j'arrive à me gérer moi-même, c'est pas mal. Donc je pense que c'est ces 2 expériences-là. J'ai pas envie de devoir rendre des comptes à des personnes, et en même temps, si un jour j'ai envie d'arrêter, j'ai pas envie, tu vois, de trop réfléchir. C'est-à-dire que ça me regarde, ça m'impacte que moi, et c'est tout. T'es responsable de toi-même, ouais, c'est tout. C'est tout. Et ça te permet d'avoir peut-être plus de flexibilité aussi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose auquel tu tiens. Ouais. Ta liberté. Oui, parce que au final, quand j'étais en banque d'affaires et même quand j'étais à l'armée, t'as quand même des phases où, premièrement, t'as de la politique en interne, où tu dois pas froisser certaines personnes, et ça, c'est quand même un paramètre qui est assez pénible dans la durée.
t'es quand même un peu prisonnier des organisations qui sont autour de toi. Parce que les gens attendent de toi que tu prennes une décision, que tu fasses une action, et franchement, dans la durée, non, c'est pas, ça rentre pas dans mon idéal, en fait. Donc 2021, là, tu es sur le podcast, Mhm. tu lances ton activité de copywriter. Ouais. Raconte-nous voilà, l'évolution de tout ça jusqu'à aujourd'hui. Ouais, alors le copywriting, il y a eu 2 phases, tu vois. Donc comme je te disais, je crois que septembre, septembre-octobre 2021, je dirais début 2023, il y a eu une phase d'apprentissage, tu vois. Parce que au final, je repartais de zéro. Et c'était une phase remplie, je dirais, d'incertitude, dans le sens où tu sais pas forcément, je dirais, comment te comporter vis-à-vis de ce nouveau métier. Tu vois, t'as le truc qui est numéro 1, c'est le syndrome de l'imposteur. parce que, parce qu'au final, tu débarques et tu dois essayer de te vendre avec ta nouvelle compétence. Et ça, c'est quand même hyper challenging. Il y a psychologiquement, ça pour moi, ça a été le plus gros obstacle. Ça a été de passer outre ça. Et je sais pas si je l'ai complètement passé, mais ça a été un peu démystifié au fil de l'eau quand tu vois que tu as des personnes en face qui, même avec 5-10 ans d'expérience, ne savent pas toujours exactement ce qu'elles font, tu vois. Mais dans le côté, c'est inspirant parce que elles ont l'impression, de l'extérieur, tu as l'impression qu'elles savent exactement ce qu'elles font, mais en fait, non. Et quand tu commences à discuter avec ces gens-là, tu dis, mais en fait, il n'y a pas besoin de savoir. Déjà, la première chose, c'est quelque part de te vendre, de réussir à décrocher, on va dire, la mission. Puis ensuite, tu te poses les bonnes questions. Donc ouais, dans ce sens-là, ça a été inspirant. Et là, dernièrement, sur cette partie copywriting, je commence à introduire des accompagnements en ghostwriting. Donc le ghostwriting, c'est le fait d'écrire pour le compte d'une personne sur les réseaux, quel qu'il soit, hein. Ça peut être LinkedIn, Instagram, même si c'est plus le côté photo et vidéo, mais tu peux toujours écrire. Ça peut être Twitter, et ça, c'est un type d'accompagnement qui est en fait le prolongement des échanges que j'ai avec les entrepreneurs de la tech, parce que en off, déjà pendant les épisodes, ils ont énormément de trucs à dire, et ils l'utilisent pas pour augmenter leur visibilité sur les réseaux. Et aussi parce que en off, il y a énormément de confessions, tu vois, de choses avec l'enregistrement qui n'est plus là, ils arrivent à se lâcher un peu plus, et en fait, c'est de l'or, en fait. Donc, je commence à transitionner un peu dessus et à offrir ces accompagnements. Et en fait, pour moi, c'est juste discuter avec les personnes qui m'inspirent et essayer de retranscrire ça pour eux derrière sur les réseaux. Sur quel réseau, du coup, tu écris pour eux ? Ouais, principalement LinkedIn. Donc ça, c'est le réseau sur lequel je me suis lancé avec la promotion du podcast. Parce qu'avant le podcast, j'avais une trouille incroyable de publier sur les réseaux. Ah ouais ? J'ai commencé à publier sur les réseaux à cause du podcast, ou grâce au podcast maintenant. Et pour le coup, SaaS Club, de ce point de vue-là, ça a été game changer pour moi. Ça m'a aidé à prendre la parole sur le réseau. Et en fait, au début, je faisais juste la promotion des épisodes. Et petit à petit, j'ai commencé... là, c'est début 2022. Okay. Début 2022 où j'ai commencé, tu vois, donc quasiment pendant un an, je faisais de la promo, on va dire, juste de SaaS Club. Et c'est en début 2022 que j'ai commencé à écrire, plus pour vendre, on va dire, le reste. Vendre mes expériences, mes compétences en copie, et leverager un petit peu tout ce que j'ai pu accumuler comme connaissances avec le podcast. Donc ensuite, ça a été progressif. J'ai commencé à augmenter ma cadence de publication. Je pense qu'aujourd'hui, je publie 4 à 5 fois par semaine. Et aussi parce que j'ai le deuxième podcast, donc il faut que je fasse la promo maintenant. Mais disons que j'ai 3 posts sur les sujets de prédilection que j'ai définis, et 2 autres posts plutôt promotionnels pour les épisodes de podcast. Et comme tout le monde, en fait, j'ai mis une pièce dans la machine. En fait, le plus dur, c'est de tenir. Parce qu'au début, ça fonctionne pas, ou moyennement, parce que tu peux pas être
excellent dans tes publications dès le début, parce qu'il y a des codes à intégrer, parce que tu te rends compte que derrière l'algorithme, il y a des humains, donc il faut aussi créer des liens, il ne faut pas juste poster et s'en aller. Et parce que même quand tu fais tout ce qu'il faut, des fois, ça peut ne pas fonctionner. Mais comme dans le podcast, tu vois. Tu peux faire tout ce qu'il faut distribuer ton podcast, faut faire partager à l'invité, mais des fois, ça marche pas. Et en fait, c'est là où il faut pas lâcher. Et du coup, moi, j'ai pas lâché. Donc, je continue de poster et je m'impose. En fait, c'était un peu un challenge aussi avec moi-même. C'est que au début, je me suis dit, alors c'est complètement idiot, mais je me suis dit, si t'arrives pas à faire 2 à 3 posts par semaine sur LinkedIn, t'es pas copywriter, tu vois. Alors que ouais, j'étais assez sévère avec moi-même, tu vois. Je me suis mis un peu la pression. Parce que quoi, c'est une réputation aussi de copywriter de publier sur LinkedIn Mais même pas, en fait. Pour moi, ça n'a rien à voir, tu vois. Quelqu'un qui publie sur LinkedIn n'est pas copywriter, mais les copywriters publient sur LinkedIn parce que techniquement, ils savent écrire et qu'ils savent jouer avec les systèmes d'accroche et autres. Mais je me suis dit, il faut instaurer une routine d'écriture. Et pareil, avec Adrien, j'en avais parlé. Et en fait, c'est devenu mon déclencheur le matin. C'est-à-dire que chaque matin, je commence avec une session d'écriture. Et donc, de cette session d'écriture doit sortir un post. Donc c'est un peu comme ça. Et aujourd'hui, c'est intégré, c'est plus une contrainte. Alors qu'au début, c'était un peu une contrainte. Mais maintenant, c'est dans la routine. C'était dans la formation justement d'Adrien qui te conseillait justement de commencer toutes tes journées par l'écriture. C'est venu d'où ça ? Dans la formation d'Adrien, il n'imposait pas de session d'écriture. Par contre, il encourageait à écrire, soit à écrire en réécrivant, on va dire, des pièces. On appelle des pièces, ça peut être un email, ça peut être une page de vente, des pièces qui ont bien fonctionné, qui sont intéressantes pour en intégrer les principes, soit d'écrire simplement pour déclencher un petit peu quelque part la créativité. Et il m'avait dit, faut que tu trouves un déclencheur, tu vois. Et moi, je lui ai dit, en fait, je vais au café tous les matins. Il m'a dit, prends l'histoire du café tous les matins et écris chaque matin, 3/4 d'heure, 1 heure, peu importe. Et je commence mes journées maintenant avec la création. Mais parce que avant, je me voyais pas comme créateur, parce que pour moi, c'était juste, entre guillemets, de l'écriture. Et de plus en plus, je commence à intégrer cette dimension où, oui, je m'assume un peu comme créateur parce que j'ai des podcasts, parce qu'en fait, c'est du contenu qui a vocation à le promouvoir et parce que faut assumer. Quand tu crées du contenu sur LinkedIn, par défaut, t'es créateur. Ça fait partie de l'identité. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené au copywriting ? Est-ce que tu avais déjà quelque chose avec les mots ? Parce que c'est quand même l'art d'écrire, il y a quelque chose avec l'écriture quand même. Alors, tu vas rire. Ouais. Je suis sorti de banque d'affaires, j'étais absolument dégoûté de l'écriture. Pourquoi ? Parce que t'écrivais en banque d'affaires ? Ouais. En gros, j'avais un job d'analyste financier. Ok. Et c'est un peu le truc qui m'a, je dirais, saoulé au bout de 5-6 ans. C'est que mon job, pour une grande partie, c'était d'écrire des rapports d'analyse. Ces rapports d'analyse, c'était 30 à 50 pages. Alors avec des formats bien normés, mais on va dire que t'enlèves la partie chiffrée, t'avais un bon 30 pages où tu devais écrire. Et souvent dans des délais très très courts. Donc en fait, j'étais saoulé, quoi. Faut se dire que, tu vois, tu faisais 5 rapports d'analyse à l'année, 1 mois et demi de travail par rapport. En fait, t'as ton année. T'enlèves les congés et tout, tu passes ton année à faire ça, tu vois. Okay. Et ça m'avait dégoûté. Et quand j'ai commencé à me lancer en ligne, j'ai fait un truc que personne ne devrait faire, quand on est personne, entre guillemets, c'est de faire un site web. Parce que t'as pas de trafic. Et donc j'ai fait ça, et je demandais à Adrien des conseils, et il me dit, ouais, non, mais là, ça va pas au niveau de l'écriture, etc. Il m'expliquait. Je dis, mais c'est quoi ton truc, là? Il dit, c'est ce que je fais, en gros, c'est du copywriting et tout. Et il m'a conseillé des lectures, et j'ai commencé à créer du contenu, et j'ai commencé à créer une newsletter. Et c'est à la fin, tu vois, parce que le copywriting, c'est, on va dire, le dernier kilomètre, c'est l'écriture. Mais il y a toute la phase psychologie, recherche avant. Et là, par contre, ça commençait à bien me plaire, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, je prends plus de plaisir à créer du contenu et à penser tout le copywriting, à créer, on va dire, la landing page, à écrire les emails, plutôt que mon job actuel, tu vois, où j'essaye de vendre un peu mon consulting. Ouais, parce que c'est ça, en fait, tu crées du contenu pour vendre tes services de consulting en finance. Ouais, en levée de fonds pour des startups ou des cabinets de conseil comme dans lequel je bossais.
Et donc, je créais du contenu pour me rendre visible, parce que j'avais pas de réseau. Pour faire ta promotion. Pour faire ma promotion. Et c'est là, en fait, je me suis dit, mais moi, c'est ça qui me fait kiffer. Donc c'est comme ça, en fait, que j'en suis venu au copywriting. Et ça m'a redonné goût à l'écriture. Est-ce que tu peux détailler justement un petit peu ton process, justement, quand un client vient te voir en copywriting, qu'est-ce qu'il attend et comment est-ce que tu mets en place quelque chose pour un client? En fait, c'est ça qui est traître, c'est que le client, il vient avec un livrable en tête. Donc, le livrable, c'est potentiellement une landing page. C'est quoi une landing page? Une landing page, c'est, du coup, en français, c'est plutôt une page d'atterrissage. C'est une page vers laquelle on va ramener du trafic pour qu'elle accomplisse une action précise. Par exemple, tu fais de la pub sur Facebook, sur Google, la personne clique et elle va atterrir sur une page d'atterrissage. Okay. Cette page d'atterrissage, elle a vocation à te faire accomplir une action, par exemple, laisser ton email en contrepartie d'un e-book. Et le job du copywriter, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui laissent son email. Mais la beauté du métier, c'est pas l'écriture en soi. C'est de comprendre, en fait, qu'est-ce que veut la personne au moment où elle clique, pourquoi elle a ce besoin, qu'est-ce qui se passe si elle résout pas ce besoin-là, et comment est-ce que derrière, si par exemple elle en est au tout début, on va dire, de son process de recherche, comment est-ce que tu fais pour ensuite l'amener de cette landing page où elle laisse son adresse mail contre un e-book, comment est-ce que derrière tu arrives à l'amener vers l'achat, tu vois, parce que personne n'est philanthrope. Et du coup, le but, c'est de réussir à faire avancer la personne, mais sans la brusquer, en prenant en compte les différentes étapes. Et ça, c'est le job qui est intéressant, c'est-à-dire que du coup, quand la personne vient, c'est que j'essaie déjà de comprendre ses clients, quelles sont les différentes typologies de clients. En marketing, on appelle ça des personas. Ça suppose de discuter avec eux, de faire des interviews. Ça suppose de comprendre le produit. Ça suppose également, en tout cas dans les boîtes B2B, de discuter avec les commerciaux, les gens qui sont au support, qui sont au contact des clients, qui connaissent pourquoi est-ce qu'ils râlent sur le produit, sur quoi ils râlent quand il n'y a pas quand il y a une fonctionnalité qui bug, tu vois, tout simplement. Et le job, c'est vraiment de comprendre l'étape psychologique. Et ensuite, je dirais la partie la plus facile, quelque part, c'est l'écriture. Et parce que l'écriture, elle est d'autant plus facilitée que tu comprends bien les personnes en face, parce que la plupart du temps, tu peux limite faire un copier-coller entre ce que disent les prospects, tes clients, et ce que tu vas mettre sur la page. Ouais, ça t'inspire déjà beaucoup de mots pour écrire, et après, ça défile tout seul, quoi. Ouais, après, tu as des frameworks et tout pour structurer ta pensée. Mais dans le fond, moi, ce que je dis, c'est tu as une pelle et une pioche. Ton job, c'est un job de chercheur. Et l'écriture, c'est vraiment le dernier kilomètre. Du coup, tu t'es spécialisé sur quelle niche dans le copywriting? Et justement, il y a un gros parallèle à faire avec ton ancienne vie, du coup. Sur quelle niche je me suis spécialisé, c'est ce qu'on appelle, j'ai dit logiciel au début de l'émission, mais le terme, on va dire, usuel, classique, c'est le SaaS. Le SaaS, c'est pour Software as a Services. Mais en gros, c'est les boîtes qui vendent un logiciel avec un abonnement. Voilà. Là où avant, t'installais le logiciel sur l'ordinateur, maintenant, tu t'enregistres avec ton adresse mail et le logiciel, il est accessible depuis un portail web, tout simplement. Et pourquoi je me suis spécialisé là-dedans? Parce qu'en fait, un peu par hasard, en 2013, j'ai fait un stage dans le domaine du SaaS, toujours dans une banque d'affaires, mais tu sais, en banque d'affaires, tu es spécialisé par type de secteur pour être justement plus pertinent dans tes analyses. Et c'est là où en fait j'ai découvert le SaaS. Puis, mon deuxième job, par hasard, je suis tombé dans l'univers du SaaS. Et on va dire ce deuxième stage m'a permis d'enchaîner sur un CDI. Et pendant 6 ans, j'ai fait que ça. En banque d'affaires, mais voilà. Du coup, spécialisé SaaS. Exactement. Alors que bon, j'ai pas un profil dev et autres, la technique, j'y comprends rien. Mais tu vois, pendant 6 ans, ça a été un peu ma spécialité. Et c'est pour ça que derrière, je me suis spécialisé là-dedans. C'est là où j'avais le plus de compréhension, le plus de recul. Ouais. Et donc voilà. C'est ce qui t'aidait d'autant plus, justement, comme tu disais, à comprendre ton persona. Tu avais déjà toute cette expérience passée, autant capitaliser dessus c'est ça. Pour transitionner sur une autre activité. Complètement. Et en plus, ça fait partie des boîtes en France qui lèvent le plus d'argent. Quand tu veux te faire payer, c'est bien, c'est pratique. Et c'est des modèles hyper vertueux. Donc pour moi, c'était assez naturel de me diriger vers cette niche-là.
Et du coup, tout fait sens parce que tu lances SAS Club aussi, donc ton podcast. Ouais. J'ai une petite question par rapport à ça. Et moi, ça m'intéresse aussi en tant que podcasteuse maintenant. Voilà, tu parlais d'identité tout à l'heure, créateur, il faut s'assumer. Ouais. Ça y est, ok, je m'assume. Podcast host. C'est ça. Podcasteuse, je sais pas comment on dit en français. Je sais pas si tu dis podcast host, podcaster, podcastrice, je sais pas trop. Et c'est quoi les leçons que tu as tirées de ce podcast Alors, je voudrais aussi t'amener aussi sur le fait que tu as un deuxième podcast qui est Start to Scale. Ouais. Déjà, explique-nous un peu ce qu'est Start to Scale aussi pour faire le parallèle. Et après, c'est quoi les leçons que tu retires de autant d'épisodes? Parce que tu as une centaine d'épisodes quand même au total, ouais. Au total, du coup, avec les 2 podcasts. C'est impressionnant. Ouais, il y en a 83 enregistrés, diffusés pour SAS Club et plus en enregistré. Et pour Start to Scale, je crois qu'on arrive bientôt à la trentaine. Donc oui, je vais passer la barre des 100, c'est un peu bizarre. J'ai jamais trop conscientisé la chose. Mais ouais, Start to Scale, c'est quoi? C'est, on va dire, le complément de SAS Club. Sans le vouloir, en fait, j'ai un ancien invité avec qui j'avais gardé contact, qui, quand on était à Chiang Mai d'ailleurs, je me rappelle, c'était l'année dernière, début 2022, il me dit j'ai une idée de podcast, mais j'ai ni le temps ni la compétence pour le lancer, parce qu'il se trouve que c'est le CEO d'une boîte qui a quoi, plus de 300 personnes maintenant. Voilà, un peu occupé. À côté de ça, il gère aussi un média du coup que je rejoins, on va dire, par défaut avec ce podcast. Et donc, il n'avait pas le temps. Et il me dit est-ce que tu veux monter le projet? Et j'avoue, j'ai pas trop réfléchi. Je sais pas si c'est bien ou mal, mais je me suis dit ok, c'est des mecs smart en face. Ils ont du réseau dans l'écosystème, ça fit bien, et c'est un format court, donc en fait j'aurais pas besoin de prendre énormément de temps dans ma semaine. J'enregistre et en avant quoi. Et donc on s'est défini un peu des règles de fonctionnement avant d'entériner, on va dire, la décision. Et ça, c'est un format court où je vais interviewer soit des fondateurs de boîtes, fondatrices, ou ce qu'on appelle des C-level. Donc, c'est tous les postes, on va dire, les responsables marketing, responsables commercial, etc. Donc, dans des formats courts, 15 à 20 minutes, et on sort un épisode par semaine. Et du coup, je te repose la question, mais c'est quoi, voilà, avec les 2 podcasts et 2 formats en plus différents, qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Parce que ça fait quand même 2 ans maintenant. Ouais, je dirais il y a 2 leçons principales. Après, il y en aura peut-être d'autres en discutant. La première, c'est que faut pas corréler son degré de... Non, il y en a 3, du coup, c'est bon, maintenant faut pas corréler son degré de satisfaction avec le nombre d'écoutes, le nombre de likes, parce que sinon, tu peux vite te décourager et dévaloriser ton travail. Moi, pendant longtemps, tu vois, j'arrivais pas, tu vois, à dire que SAS Club, c'était, entre guillemets, un succès. Parce que j'avais pas atteint un palier de 5, 10 000 écoutes. Parce qu'au début, tu penses que ça va aller vite. En fait, le podcast, c'est très, très compliqué, tu vois, à faire monter, surtout quand t'as pas d'audience au début. Mais en fait, ouais, au début, j'ai eu du mal à dire que SAS Club, c'était un succès, alors que quand je regarde aujourd'hui tous les invités que j'ai eus, je me dis, waouh, c'est sympa, quoi. Ça reste quand même, tu vois, une belle performance. Donc, tu vois, pas corréler pas corréler sa satisfaction aux retombées. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que ça te pousse à accepter tes défauts, tu vois, parce que tu t'exposes. Ça, je suis plutôt de nature introvertie, et de me dire que je vais m'exposer, on va dire, à la critique, au jugement, ça, c'est un truc sur lequel il faut travailler. Le podcast, ça te pousse en fait à dire non, c'est pas grave, je produis, ça sera pas parfait. Il y a des fois, tu vas dire tu vas bégayer. Au début, je les enlevais. Maintenant, comme je te disais, tout ce qui est imperfection, je cut le moins possible. Donc ça, c'est un vrai travail sur soi. Et je crois que je t'avais dit, j'avais même enregistré un épisode en anglais où j'étais, je me suis dit, mais dans quel challenge je me suis lancé? J'étais 6 pieds sous terre après l'enregistrement. Vraiment, je me suis dit, je vais pas publier ça, c'est pas possible, tu vois. Et je l'ai publié et ça a été, tu vois. Et aujourd'hui, je dirais pas que je referai un épisode en anglais, mais je pense que je serais moins stressé parce que j'ai réussi à le faire.
Donc, ouais, la deuxième leçon, c'est accepter, on va dire, ses défauts. Et avancer quand même. Et avancer, et de s'exposer, voilà. Et après, je dirais la troisième leçon, c'est avant tout un jeu de long terme. On a souvent eu ce débat. On veut que ça aille vite. On fait tout ce qu'il faut. By the book, comme diraient les anglo-saxons. Mais au final, des fois, ça explose pas comme tu veux. T'as des galères. Et en fait, faut juste accepter que c'est long. Faut prendre son temps. Moi, j'ai ralenti, comme tu le sais dans le podcast. Ouais. Au début, j'étais sur du 1 par semaine. Et je suis passé à du 2 par semaine parce que c'est épuisant, en fait, sur du format long. T'as polé. Ouais, j'ai polé complètement. J'ai slow podcasté, j'ai polé. Ouais, c'était une décision assez lourde. Mais en même temps, je me suis dit, qu'est-ce qui compte, c'est est-ce que je veux être, entre guillemets, une superstar? Et je sais que c'est pas le cas. J'ai vraiment pas envie de ça. Ou est-ce que je veux juste continuer, tu vois, de faire du contenu de qualité et durer dans le temps? Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Il n'y a pas besoin de se mettre de la pression de sortir un épisode par semaine. Et donc, ouais, j'ai polé. Et c'est ce qui t'aide justement à tenir plus sur la durée, du coup. C'était au lieu de justement se cramer, et ça te convenait plus comme format, t'as réadapté pour justement ralentir, mais pour continuer à être dans le temps, quoi. La courbe de kiff, elle s'est inversée. Hein. Ah ouais? Vraiment, depuis que... Parce qu'en fait, quand tu dois publier chaque semaine, c'est du temps que tu bloques dans ton agenda, mais c'est aussi de la charge mentale de se dire il faut que je trouve un bon invité pour pouvoir réussir à produire ce que je veux. Et c'est pas simple. Et je me suis dit, mais en fait, maintenant, j'ai plus cette pression. Parce que tu vois, j'enregistre 3-4 épisodes, ça me fait 2 mois. Et on court après le temps, tu vois, quand on est podcasteur. Quand on a de l'avance, on est content. Quand on n'en a pas, on est mal. Ça a inversé, on va dire, le kiff. Et puis, du coup, je suis d'autant plus allé vers des personnes qui m'inspiraient. Sachant qu'en plus, dans le podcast, tu sais très bien, il y a des décalages et autres. Donc, c'est beaucoup plus confortable aussi. Ça me fait rebondir aussi parce que j'ai envie de t'inviter sur certaines réflexions et comprendre un petit peu aussi comment tu fonctionnes. Tu me disais que tu étais quelqu'un, et justement avec ton parcours, ça se voit d'autant plus, qui saisit les opportunités. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à repérer les opportunités et à décider si tu les saisis ou pas, plutôt que de garder ton focus sur tes projets présents? Ouais. Comment tu suis ça? Qu'est-ce qui te guide? Je dirais spontanément, c'est est-ce que déjà je vais apprendre dans cette nouvelle expérience, et surtout après c'est est-ce que je vais prendre mon kiff, tu vois. Pour moi c'est un peu la boussole, je dirais, parce que s'il n'y a pas de plaisir, en fait je vais pas me forcer. Et même tu vois, on parlait de SAS Club juste avant, pendant quelques temps j'ai même hésité à l'arrêter parce que mon niveau de plaisir avait diminué. Mais voilà, pour moi la boussole, je dirais, c'est le kiff. Donc kiff, apprentissage, enrichissement perso. Parce qu'au final, le podcast, tu vois, ça m'a étendu ma zone de confort, tu vois. Donc je me dis, ça c'est hyper important pour moi, c'est le kiff. Et après, c'est est-ce que je me vois faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? J'essaye un peu de me projeter, dans le sens où j'essaye pas non plus de commencer 1 milliard de choses. Tu vois, on parlait la dernière fois, par exemple, de la newsletter. Est-ce que je me lance dans un projet de ce type-là si je sens que je peux pas faire au moins 1 an, 2 ans de création, tu vois. Et j'essaie aussi de prendre la plupart du temps un petit peu de temps pour la réflexion, pour éviter un peu le côté FOMO, tu vois, la peur de louper une opportunité. Donc je procède principalement comme ça aujourd'hui. C'est quoi les futures opportunités qui se présentent à toi? Donc déjà, il y a le ghostwriting. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses et voilà. Comment est-ce que tu vois un peu le futur là? Comme tu disais, il y a le ghostwriting. C'est un truc aujourd'hui que je vois comme une opportunité pour justement investir dans d'autres parties, notamment dans la création, tu vois, de SAS Club, pour amplifier, on va dire, la distribution, créer un peu de contenu vidéo, et donc de déléguer certaines tâches, parce que c'est des compétences que je maîtrise pas et sur lesquelles j'ai pas forcément envie de passer trop de temps. Donc le ghostwriting pour moi est un moyen, un véhicule, on va dire, d'investissement pour ça.
Et également, tu vois, essayer de me former, parce qu'à force de discuter avec des entrepreneurs et de mieux savoir ce que je voudrais, tu vois, comme je te disais au début, j'ai pas envie de monter une boîte et d'embaucher des gens, de lever des fonds, enfin bref, ça m'attire pas trop. Je suis beaucoup plus attiré par le côté autofinancé, projet, on va dire, à taille humaine, où quelque part, il n'y a que moi qui gère le projet. Et j'ai besoin de me former tout ce qui est sur tout ce qui est automatisation, no code, parce qu'avec tout ce qui est IA en ce moment, il y a beaucoup de barrières qui tombent. Le mix de ce que j'ai appris sur les 2 dernières années et la diminution des barrières technologiques fait que je me dis, aujourd'hui, je peux monter potentiellement un micro SaaS et essayer de développer ça en parallèle, parce que le ghostwriting, c'est une activité où, au final, qui est plutôt bien rémunératrice par rapport au temps que tu passes. Et pour moi, le futur, un peu, c'est ça, c'est développer le média SaaS Club, newsletter, contenu vidéo, et également la partie création de produits. Je n'ai pas encore lancé de formation podcast. Peut-être que ça viendra un jour. Ah, moi, j'aimerais bien. Si, Eric, tu lances une formation podcast, je suis ta première cliente. Hein. Ah non, ouais, surtout avec toute l'expérience que tu as accumulée, je pense que tu as beaucoup à partager. Donc, je suis très intéressée. Tout le temps que tu dégages justement avec le ghostwriting en ce moment, parce que du coup, voilà, ton rapport temps-argent est beaucoup plus intéressant maintenant qu'il n'a été par le passé. Ouais. Ça te redégage du temps et tu veux réinvestir. Voilà, tu réinvestis ce temps-là actuellement sur un potentiel micro SaaS, c'est ça, un potentiel newsletter, et voilà, de futurs projets qui émanent de toi pour le coup, où tu es créateur. C'est ça. C'est ça, c'est un projet où en fait, l'idée c'est vraiment d'être un peu moins dépendant, je dirais, de LinkedIn quelque part, qui est un réseau que j'ai appris à aimer avec le temps, mais que j'ai détesté au début. Mais tu vois, je me dis, je peux pas être que sur un seul réseau. Le podcast c'est bien, mais il faut aussi, on va dire, se détacher un peu des plateformes d'écoute classiques que sont Apple Podcasts, Spotify et autres. Donc voilà, développer un peu le média sur YouTube, j'en sais rien, tu vois, sur TikTok et autres. Et parce que aussi le revenu de sponsoring, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Tu vois, c'est ce levier-là. Mais moi, j'ai commencé à monétiser mon podcast, j'avais à peine 2500 écoutes mensuelles. Donc, sur le papier, c'est peu, mais c'est une audience hyper qualifiée devant. C'est hyper intéressant pour les marques. Il y a des stats incroyables. Je lisais encore ce matin une stat qui disait que, je crois, 70% des auditeurs qui entendent une marque sur ce qu'on appelle un pré-roll, donc un post où on mentionne un sponsor, tu as 70% des auditeurs qui se renseignent sur la marque à l'issue. Et quand tu as une audience qualifiée, ça a une valeur. Et moi, mon but, ça va être d'augmenter la taille de l'audience en diversifiant les canaux, pour aussi avoir du revenu de sponsoring un peu plus régulier, un peu plus important et un peu plus récurrent. Parce que du coup, tu as un sponsor qui sponsorise ton podcast depuis combien de temps maintenant ? T'en as eu 2, non ? Là, c'est le 3e. C'est le 3e. Jamais 203. Donc, c'est le 3e. C'est le 3e. Et en fait, donc le sponsor s'appelle Fincom. En plus, c'est un auditeur. C'est ça qui est très drôle. C'est un auditeur qui a monté son SaaS et du coup, ça a bien fité, quoi. En fait, c'était pertinent. Et la monétisation, je crois que la première monétisation est venue début 2022. C'était à Chiang Mai. Chiang Mai, la terre des miracles. Je me souviens, on avait même fêté ça. Ouais, j'ai mis un peu plus d'1 an pour monétiser le sponsor. Enfin, le podcast, plutôt. Et après, j'ai pas forcément eu une approche systématique où je cherchais un sponsor. Parce que quand tu cherches un sponsor, c'est un peu comme une levée de fonds. Et donc, faut entamer des discussions, faut valider tout le fit entre l'audience et ce que la marque veut. Et ça prend un petit peu de temps. Donc, pour l'instant, j'ai pas été très assidu là-dessus. J'ai pris en fonction des sollicitations et des opportunités que je voyais. Mais c'est aussi le but de développer l'audience et de faire en sorte que ça devienne un peu plus récurrent. Merci de nous avoir partagé un peu ton futur. Et
Justement, je t'accompagne un petit peu sur cette partie-là. Donc, je suis un peu au courant aussi de tout ce que tu crées, mais parce que du coup, je te coach en créativité. Comme tu disais, il t'a appris à être créateur, et avant, c'était pas du tout quelque chose qui était dans ton quotidien. Et la création, ça se provoque. Ça se provoque, ouais. Et quand on est créateur et qu'on a besoin de ça, c'est notre matière première pour créer, voilà, que ce soit du contenu, que ce soit pour les artistes, pour n'importe qui crée quelque chose avec son cerveau. Est-ce que tu peux nous dire justement, par rapport à ta phase d'avant et ta phase de créateur, c'est quoi la principale différence et c'est quoi ton besoin aujourd'hui par rapport à tout ça? La différence, c'est qu'avant, j'étais pas dans un métier créatif, j'étais dans un métier où il fallait produire en volume. Le côté créatif n'était absolument pas valorisé. Parce que en banque d'affaires, on s'en fout de la création. Ce qu'il faut, c'est faire du volume et quelque part juste présenter les informations d'une certaine manière, mais c'est très templétisé. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai dû réapprendre quelque part à travailler, à écrire. Et qu'est-ce que ça change, en fait? Ça change qu'il faut mettre en place tout un tas de mécanismes, tout un tas de bonnes habitudes que j'avais pas. Parmi les habitudes, tu as le fait de prendre du temps pour flâner, pour ne rien faire. Et ça, quand tu viens d'un milieu où en fait tu cherches à être toujours plus productif, c'est hyper difficile au début de se dire en fait il faut que je lève le pied, que je fasse autre chose pour que derrière ça vienne. Ça, c'est hyper contre-intuitif. Et je me rappelle, j'avais aussi des discussions avec Adrien à l'époque, et avec toi, on a mis, on va dire, plusieurs expérimentations en place pour provoquer ça. Mais tu vois, je réapprends à travailler. Donc, apprendre à glander, à flâner, peu importe comment on le présente. Et l'autre point aussi, c'est d'emmagasiner beaucoup plus d'informations de qualité à travers les lectures, les écoutes de podcasts, les échanges avec les amis. Et ça change déjà pas mal de choses. Et le dernier point, c'est, comme tu l'as dit, la créativité, ça se provoque, mais il faut aussi avoir conscience de ce qui provoque la créativité. Et un petit exercice là qu'on a mis en place qui est vraiment cool, c'est le fait que j'enregistre un petit peu mes idées sur WhatsApp, avec une conversation avec moi-même, qui est épinglée tout en haut, et à chaque fois que j'ai une idée, je la note, je dis ce que je faisais avant éventuellement qui a pu déclencher ça, et en plus on regarde à quel moment de la journée ça vient. Donc ouais, en fait c'est mettre en place tout un tas de petites expérimentations qui font que derrière, avec le temps, t'as une machine en fait qui se met en place. Ça vient pas tout de suite, mais je dirais il y a peut-être, moi dans mon cas, il y a eu 2 semaines. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, entre le début, on va dire, des expérimentations. Je suis Frankenstein. Entre le début des expérimentations et en fait la sensation d'avoir plus de facilité dans la manière de produire. Ouais, c'est complètement ça. Ce qu'on met en place un peu là avec le coaching, mais c'est ça, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui provoque chez toi les idées, c'est pour ça que je te demande à chaque fois du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand cette idée elle a été provoquée, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu ressentais, parce que du coup ça me donne des informations que je peux te réimplanter dans ta vie et te réimplanter dans un quotidien, dans des activités par exemple. Je sais que pour toi, si ça te dérange pas que je partage ça, mais le sport par exemple provoque aussi beaucoup d'idées. De conscientiser ça et d'implanter cette habitude-là pour que ça puisse rentrer dans comme tu dis, une machine, un écosystème qui stimule ta créativité au quotidien. C'est ça. Je suis contente des résultats qu'on a. Enfin, c'est surtout toi qui peux en parler. Mais ouais, c'est cool parce que, comme je te le disais, tu vois, aujourd'hui, j'écris avec beaucoup plus de facilité, sans forcer, tu vois. Là où avant, ça pouvait un petit peu m'angoisser. Mais je pense que j'en discutais avec d'autres créateurs, il y a aussi, à un moment donné, cette phase où tu as produit de manière assez intense. Il y a un moment donné, tu t'épuises et tu te dis, je tourne un peu en rond et tout, et tu as aussi un besoin de te renouveler. Et je pense que c'est pas uniquement dans les sujets que tu abordes, mais c'est aussi dans ta manière de fonctionner. Tu as besoin d'implémenter de nouvelles habitudes. Et tu disais, tu vois, le sport, la marche, c'est des choses qui me font du bien. Et en fait, le but, c'est la première chose, tu vois, que j'implémente dans ma semaine. C'est-à-dire, ok, je construis la semaine autour de ces moments-là qui m'aident en fait à être productif, et pas voilà ce que je dois faire en boulot, tu vois. Voilà ce que je dois faire pour tel client. Non, c'est
je dois faire ça en priorité. Et après, je comble les espaces avec le boulot. Avec le boulot. Ouais. Exactement. Tu priorises justement la fraîcheur de ton esprit de début de semaine et de début de journée parce que c'est des moments comme ça, en effet, où, en tout cas chez toi, c'est là où tu es le plus créatif. Ouais. Donc, Et c'est là où ça vient naturellement après. C'est que derrière, il n'y a plus d'anticipation de je dois créer, t'arrives et ça marche bien, quoi. Il n'y a pas de pression et tu es aligné en fait dans ta manière de produire. Je suis très contente des résultats et quand tu me dis que justement tu forces plus et que c'est beaucoup plus naturel. Et aussi de l'accepter, tu vois, on en parlait tout à l'heure un peu de ce côté productivité toxique qui vient de mon passé. C'est qu'aujourd'hui, quand je force, j'accepte de me dire stop, quoi, c'est pas pour aujourd'hui. J'ai essayé, j'ai mis en place, on va dire, l'habitude qui doit être la mienne en tant que créateur. Mais aujourd'hui, ça marche pas comme prévu. Et en plus, souvent, t'es là, tu t'arrêtes, tu reprends l'après-midi, et en fait, clac, ça se débloque. En 2-2, ouais. Et le pire, c'est quand tu perds du temps sur un truc, et t'as une matinée, on va dire, qui n'était pas du tout productive, et quand tu reviens derrière, tu te dis, mais en fait, j'ai la solution, et j'aurais dû arrêter plus tôt. Donc, il y a ça aussi, c'est le fait d'accepter de plus forcer. Ouais, c'est contre-intuitif, comme tu dis. Il faut rechanger son cerveau quand on devient créateur et quand on crée. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pu identifier depuis des années avec toutes mes activités personnellement. Il y a toujours eu de la création dans mes activités. Et pareil, avant, j'étais ingénieure. Et donc, c'est pareil, c'était très contre-intuitif pour moi. Et de shifter, c'est difficile parce que du coup, c'est une donnée qu'on peut pas vraiment... On peut pas contrôler à 100%. Tu peux pas elle est pas sur mesure. Tu peux pas la commander. Mais il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place pour que ce soit plus... pour les provoquer, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Tu la contrôles pas, par contre, tu contrôles le fait d'instaurer des bonnes habitudes qui, derrière, vont amener à une idée. Et souvent, on avait eu cette discussion, c'est que quand, par exemple, tu fais une activité dans le but d'avoir une idée, ça vient pas. Parce que la plupart du temps, ça vient quand tu t'y attends pas. Et en fait, faut juste se détacher de ça et se dire, en fait, je fais l'habitude parce que déjà, ça me fait du bien, mais aussi parce que, dans la durée, c'est ce qui fait que t'as des idées, t'as de la créativité, et voilà. Merci Eric d'avoir partagé un peu ton expérience avec notre coaching. En tout cas, c'est un service que je commence à mettre en place, donc s'il y a des intéressés qui nous écoutent, vous pouvez me contacter en privé et on pourra échanger avec grand plaisir. Et... Je recommande vivement d'ailleurs, vraiment, parce qu'en plus de ça, non mais même sans le côté promo, c'est que c'est aussi des bons moments et c'est des moments où tu peux partager, et comme tu l'as dit, c'est pas juste un service que tu lances, c'est tes 4 années derrière de création dont on peut bénéficier, et c'est hyper précieux. Écoute, merci pour ce bon moment, Eric. Je suis contente que tu nous aies partagé un peu de ta sagesse et tes leçons et ton parcours qui est quand même très diversifié. Et je te souhaite énormément de bonnes choses pour tes futurs projets. Mais c'est pas fini. Tu as une petite question à me poser. Je finis les podcasts comme ça. Donc, tu m'as préparé logiquement une petite question. Je ne la connais pas. Ouais, je t'ai préparé une petite question. Et comme je t'avais dit, tu vois, tu la connais pas, mais je t'ai dit que c'est lié au contexte. Okay. Et au contexte du moment, tu as fêté tes 4 années d'entrepreneuriat récemment. Exact. On a fêté avec un beau cinnamon roll. Eh oui. Et du coup, je voulais savoir, sur ces 4 années, de quoi tu étais le plus fier. Ouh! Oh, je l'aime bien ta question. Il y a un truc qui lie ces 4 années et toutes ces activités que j'ai lancées à chaque fois. Mais je crois que je suis le plus fière, c'est toujours de m'écouter, en fait. Je pense qu'il y a... C'est bizarre que je pensais pas pouvoir te dire ça, mais je diversifie à chaque fois et j'ai ma curiosité qui m'amène à entreprendre plusieurs choses différentes. Mais un peu comme toi, je pense que là-dessus, tu me comprends bien. C'est de saisir d'autres opportunités, s'écouter et à chaque fois, pas... c'est toujours composer avec cette curiosité que j'ai. Mais toujours avancer et entreprendre différents projets, même si ça fait pas forcément sens dans ma logique, c'est toujours suivre mon instinct. Et je pense que je suis fière de ça, en fait, parce que dans mon ancienne vie, je pense que je me suis trop
entêtée, Mmh. justement, avec l'ingénierie, où justement, ça résonnait pas en moi pendant mes études. Ouais. Et pourtant, je suis allée au bout des 5 ans. Mmh. Et je me suis fait énormément violence. Et je pense que c'est une promesse que que je me suis faite quand j'ai décidé d'arrêter justement de chercher du boulot en ingénierie. C'était de reprendre le contrôle sur mon intuition et de lui faire plus confiance. Et donc, je pense que c'est ma réponse à ta question. Je suis fière de plus suivre mon intuition et de me laisser guider par tout ça. Mon bonheur en est la conséquence principale. Et aussi, et c'est ça qui est drôle, c'est aussi dans mes activités, ça se transmet en fait. Ouais. T'es plus aligné, t'es plus épanoui. Tu fais pas les choses à reculons et Non. ça se passe bien. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, enfin, juste dans ta réponse, tu disais que, je sais pas, t'as parlé de connecter les points. Je crois que c'était Steve Jobs qui avait dit on connecte pas les points en regardant vers le futur, tu vois. C'est-à-dire que si tu le fais en te disant il faut que j'aligne toutes ces planètes-là pour que dans 10 ans, ça fasse un truc énorme, enfin, peu importe. Il disait que on n'aligne pas, enfin, on connecte pas les points en regardant vers le futur, mais en regardant dans le passé. Et au final, avec tes différentes expériences à l'issue en fait de ton parcours en ingénieur, ça fait sens en fait maintenant. C'est marrant. C'est marrant, mais ça va pas empêcher justement. C'est ça qui est dingue, c'est que ça fait sens après. Sur le coup, ça fait pas sens. Sur le coup, ça fait pas sens. Ouais. C'est pas logique, mais ton instinct il parle. Et c'est vraiment là où justement j'ai shifté. Et voilà. Mais par contre, ouais, je reprécise un truc, c'est que je pense que l'instinct, ça s'aiguise. J'aime bien dire ça aussi. C'est que pour vraiment faire confiance à son instinct, il faut bien se connecter. Et ça a pris du temps aussi. Il faut s'introspecter. C'est aussi pour ça que, pareil que toi, voilà, c'est important de mettre des bonnes habitudes en place. Moi, le journaling, l'introspection, c'est quelque chose que je mets dans ma semaine pour toujours pouvoir composer avec... voilà, mieux l'écouter parce que je sais que c'est ce qui m'a le plus servi. Et c'est de là qu'a découlé les meilleures choses de ma vie. J'adore. Donc, voilà ma réponse. Trop bien. Est-ce que je peux poser une deuxième question ? Ah ben, avec plaisir. Écoute, attends, un peu de rame. Je prends mon portable. Qui est la personne qui t'inspire le plus au monde et pourquoi ? Ouh là là. Alors, c'est marrant, hein. Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent pour différentes choses. Donc, j'ai pas une personne en particulier pour un modèle de vie ou quoi que ce soit. C'est bizarre ce que je veux te dire. Mais j'ai déjà dû répondre à cette question avec moi-même parce que je me suis vraiment posé la question il y a pas très longtemps. Et je vais te répondre Adrien. Ouais. Je vais te répondre Adrien. Alors, personne connaît Adrien ici. Ça, c'est un truc de fou. Adrien, c'est le pape. Il influence sans le vouloir. Donc, Adrien, c'est du coup celui qui t'a formé en copywriting, pour retracer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Adrien a lancé sa formation de copywriter et maintenant en vit très bien, mais toujours de manière hyper alignée, avec un équilibre de vie qui est hyper inspirant et une humilité absolue. Ouais. Je sais que c'est bizarre parce que voilà, personne. Enfin, c'est pas forcément bizarre, mais voilà, il y en a. Voilà, Adrien, il est pas connu, c'est pas Hormozy, voilà. Et c'est peut-être parce que j'ai accès justement à sa vie et son quotidien que ça m'inspire autant. Parce qu'il y a un équilibre qui m'inspire beaucoup, tout en générant vraiment une entreprise qui marche, un modèle de soloprenariat aussi, parce que moi, je suis comme toi, je ne suis pas forcément attirée par créer une entreprise d'une centaine de personnes. Voilà, l'univers de la start-up, j'ai essayé et c'est pas pour moi. Mais par contre, le modèle du solopreneur m'intéresse énormément. Et du coup, Adrien a vraiment un modèle hyper intéressant. Et d'avoir accès justement à son quotidien et un peu les dessous de tout ce projet qu'il a, moi, il y a un truc qui m'inspire suffisamment pour me dire ok, peut-être aligne certaines actions au quotidien pour tendre vers un résultat de vie qui se rapproche de ça. Tu sais que... alors, pour moi, Adrien, c'est un peu le maître Spencer, hein. Pour ceux qui ont la rêve des Tortues Ninja, c'est un peu le maître Spencer pour moi du soloprenariat, on va dire dans mon cercle. Parce que comme tu as dit, il a ce côté où il a un business qui fonctionne bien, qu'il a su réinventer avec les années. Et en plus de ça, un équilibre de vie à côté qui est juste remarquable. Et pour la petite histoire,
j'avais fait mon premier voyage en Asie et en Thaïlande en 2018. Et c'est un peu lui, tu vois, qui m'a aussi influencé vers le mode de vie que j'ai en ce moment. Et donc ouais, hyper inspirant. Donc je rejoins. Tu rejoins, ça fait partie aussi Ouais, des personnes qui t'inspirent le plus. complet, ouais. Ouais, elle a un petit peu de rab. Du coup, je te renvoie un peu la question quand même, parce qu'elle est bonne cette question. Qui t'inspire le plus, à part Adrien? Je vais sortir un petit peu du cadre business et je vais dire un mec comme Mike Horn. Intéressant. Mike Horn, pourquoi? Parce que c'est une personne, tu vois, qui... en fait, quelque part, il s'est construit lui-même, il est allé chercher les choses. Il a débarqué en Suisse, il n'avait pas un copec. Il a commencé à faire ses aventures. Il avait même pas de quoi, enfin, il arrivait même pas à trouver des sponsors. Et en fait, c'est un mec dont la philosophie m'inspire vachement, c'est que il anticipe pas et il se dit, je vais le faire, je vais être dans l'action. Et il s'occupe pas en fait de la suite, il n'essaye pas de prévoir. Il veut juste faire les choses qui le font kiffer. Et en plus de ça, il a réussi, malgré le succès, à garder une humilité qui est juste incroyable. Quelque part, c'est un solopreneur, en fait, dans le sens où il n'a pas spécialement, on va dire, une grosse entreprise. Il a un cercle hyper restreint, tu vois, avec, je crois, ses filles qui l'aident et pas beaucoup plus, en fait. Il est resté hyper minimaliste dans son business et il a un équilibre qui est assez bluffant entre les aventures et, en fait, quelque part son devoir de représentation en tant que personnalité publique. Donc ouais, très inspirante comme personne. Ah, j'adore ta réponse. Et je m'attendais pas à celle-là, donc faire en plus le parallèle avec le soloprenariat. Non, complètement. Bah, merci pour ton temps. Merci à toi. Ouais, cette interview qui était bien chouette. Très cool. Ouais, un beau podcast. Bah, c'est un très bon compliment venant d'un podcasteur à plus de 100 épisodes. Bah, voilà, si tu veux me dire aussi qui m'inspire le plus pour le podcast, c'est toi, Eric. Donc, Merci. T'es ma référence podcast. Merci pour ce partage et plein de bonnes choses pour la suite. Merci, bonne écoute. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à le partager, me suivre sur les réseaux et vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain. En attendant, n'oubliez pas, polé polé.